À l'aéroport, il titubait. Je me sens étourdi, murmura-t-il, en sueur. J'ai cherché de l'aide. Puis un agent de sécurité s'est avancé, m'a regardé et a halté. Il m'a calmement mis à l'écart. Vous ne pouvez pas être ici avec lui, a-t-il dit. Vous êtes en danger. La vérité m'a fait plier les genoux. Je m'appelle Emma et à 32 ans, je pensais connaître l'homme à qui j'étais marié depuis 2 ans. Si vous regardez cette histoire, faites-moi savoir d'où vous venez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires choquantes sur les personnes que nous pensons le mieux connaître. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de notre chambre alors que je pliais soigneusement la chemise bleue préférée de Michael dans la valise. Paris en octobre. Je pouvais à peine contenir mon excitation. 2 ans de mariage, et ce seraient nos premières vraies vacances ensemble. Michael avait tellement travaillé ces derniers temps, restant tard au bureau, rentrant épuisé et distant. Ce voyage était exactement ce dont nous avions besoin pour nous reconnecter. Chérie, as-tu emporté ton passeport, ai-je appelé, lissant une ride sur ma robe d'été préférée. Celle qu'il m'avait complimentée lors de notre premier rendez-vous. Le souvenir me fit sourire, à quel point j'avais été nerveuse. Comment il m'avait fait me sentir comme la plus belle femme de la pièce d'un simple regard. Oui, il est dans mon bagage à main, lui répondit sa voix étouffée depuis la salle de bain. Mais quelque chose dans sa voix me fit m'arrêter. Une attention qui n'avait pas été là quelques instants auparavant. Je me suis dirigé vers la porte de la salle de bain et l'ai trouvé en train de se regarder dans le miroir, agrippant le comptoir en marbre si fort que ses jointures étaient blanches. Son visage était pâle, presque gris, avec une légère perspiration sur le front. Michael, bébé, tu te sens bien? Il a sursauté comme s'il avait oublié que j'étais là. Je vais bien, juste fatigué. Tu sais comment est le travail. Le travail, toujours le travail. Depuis 3 mois, il recevait ses appels téléphoniques mystérieux à toute heure. Il sortait pour les prendre ou disparaissait dans son bureau à domicile, parlant à voix basse. Quand je lui posais des questions à ce sujet, il me baladait avec des explications vagues sur des clients difficiles ou des délais serrés. Comme invoqué par mes pensées, son téléphone a vibré sur la table de nuit. Tout le corps de Michael s'est rigidifié. Tu ne vas pas répondre, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix légère. Ça peut attendre. Mais ses mains tremblaient maintenant alors qu'il attrapait sa brosse à dents. Le téléphone a vibré encore et encore. Michael, répond Y. Nous avons le temps. Il s'est presque jeté sur le téléphone, jetant un coup d'œil à l'écran avant que son visage ne devienne livide. Je dois répondre à une urgence professionnelle. Il s'est précipité devant moi, le téléphone pressé contre son oreille, et s'est dirigé vers la porte coulissante de notre jardin. À travers la vitre, je l'ai regardé faire des allers-retours sur notre terrasse, sa main libre passant dans ses cheveux sombres, une habitude nerveuse que je remarquais de plus en plus. La conversation a duré près de 10 minutes. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais son langage corporel racontait l'histoire. Épaules tendues, gestes rapides, la façon dont il jetait constamment des coups d'œil vers la maison comme pour vérifier si je regardais, ce que bien sûr je faisais. Quand il est finalement rentré à l'intérieur, il essayait trop de paraître décontracté. Désolé pour ça. Peterson a des problèmes avec le comte Morrison. Peterson était son patron. Le comte Morrison était quelque chose qu'il avait mentionné auparavant. Cela semblait suffisamment plausible, mais quelque chose dans mon ventre se tordait désagréablement. En 2 ans de mariage, je n'avais jamais connu Michael aussi agité pour des appels de travail. Tout va bien? J'ai demandé, bien, parfait. Prêt pour Paris? Son sourire était trop brillant, trop forcé, comme s'il jouait le rôle du mari excité plutôt que de le ressentir vraiment. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été pire que l'appel téléphonique du matin. Michael agrippait le volant avec les jointures blanches, vérifiant constamment le rétroviseur. Toutes les quelques minutes, ses yeux jetaient un coup d'œil aux rétroviseurs latéraux, puis retournaient sur la route, puis de nouveau sur le rétroviseur. Michael, tu me rends nerveuse. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Je fais juste attention. Tu sais à quel point les conducteurs peuvent être fous sur l'autoroute. Mais ce n'était pas une conduite prudente. C'était une conduite paranoïaque. La façon dont quelqu'un conduit quand il pense être suivi. Es-tu sûr que tu vas bien? Tu agis étrangement depuis des semaines, ai-je dit, faisant un vague geste vers sa posture rigide,
la sueur qui perlait sur son front malgré la climatisation à fond. Je vais bien, Emma. Vraiment, juste stressé à l'idée de prendre du temps libre. Tu sais comment c'est. Mais je ne savais pas comment c'était parce que Michael n'avait jamais agi comme ça auparavant. L'homme que j'avais épousé était calme, confiant, imperturbable. Cette version agitée et paranoïaque ressemblait à regarder un étranger porteur le visage de mon mari. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, l'état de Michael semblait s'aggraver. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine sortir sa carte de crédit pour payer le parking. Un léger tremblement parcourait tout son corps, et sa respiration était devenue superficielle et rapide. Peut-être devrions-nous reporter le voyage, ai-je suggéré doucement. Tu n'as pas l'air bien. Non. Le mot est sorti plus fort que prévu. Il a immédiatement adouci son ton. Non, je vais bien. Je veux faire ça. Nous avons besoin de ce voyage. Au comptoir de la compagnie aérienne, les choses sont passées de étranges à alarmantes. Michael a tâtonné avec son portefeuille, l'a fait tomber 2 fois avant de réussir à en extraire son permis de conduire et son passeport. L'employé de l'enregistrement, une femme d'âge moyen aux yeux gentils, a examiné ses documents plus longtemps que d'habitude. Elle a regardé de la pièce d'identité au visage de Michael, puis de nouveau à la pièce d'identité. Son sourcil s'est légèrement froncé lorsqu'elle a tapé quelque chose dans son ordinateur, a attendu, puis a retapé. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oh, oui. Juste un problème système. Ça arrive tout le temps. » Mais elle fronçait toujours les sourcils sur son écran, et je l'ai vu jeter un regard à Michael avec ce qui ressemblait à de la confusion. Finalement, elle lui a rendu ses documents avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Vous êtes prêts ? Porte 23. L'embarquement commence dans 2 heures. » Michael a pratiquement arraché sa pièce d'identité de sa main, la remettant dans son portefeuille avec plus de force que nécessaire. « Tu vois, tout va bien » a-t-il dit, mais sa voix s'est légèrement cassée sur le mot « bien ». La file de sécurité était un cauchemar. Michael avait toujours été le genre de personne qui passait facilement la sécurité de l'aéroport. Il connaissait la routine, avait son ordinateur portable sorti et ses chaussures enlevées avant même d'atteindre les poubelles. Aujourd'hui, il est resté figé, fixant les détecteurs de métaux comme s'ils étaient des instruments de torture. « Monsieur, vous pouvez mettre vos affaires dans le bac », a dit un agent de la TSA. Michael a sursauté, puis a commencé mécaniquement à enlever sa ceinture, sa montre, ses chaussures. Ses mouvements étaient saccadés, non coordonnés. D'autres passagers dans la file ont commencé à remarquer, nous lançant des regards agacés pendant que nous ralentissions le processus. « Michael » ai-je murmuré, lui touchant le bras. Sa peau était froide et moite malgré la chaleur du terminal. « Qu'est-ce qu'il y a ? Et ne dis rien car ce n'est vraiment pas rien. » Il m'a regardé alors, vraiment regardé, et pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose qui m'a fait courir le sang-froid. La peur. Pure. Une véritable terreur dans ses yeux sombres. Je me sens étourdi, a-t-il murmuré, une main sur son estomac comme s'il allait vomir. La file a avancé et nous avons approché les détecteurs de métaux. Un agent de sécurité se tenait à proximité, un homme d'âge moyen avec des cheveux grisonnants et des yeux gentils derrière des lunettes à monture filaire. Il scannait la foule avec l'efficacité décontractée de quelqu'un qui faisait ce travail depuis des années. Puis son regard est tombé sur Michael. Le changement a été instantané et dramatique. L'expression décontractée de l'officier s'est transformée en quelque chose que je ne pouvais pas identifier tout à fait. Le choc, la reconnaissance, et puis quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Il a fait un pas en avant, sa main se déplaçant instinctivement vers sa radio. Michael l'a vu aussi. La couleur a complètement disparu de son visage et il a vacillé sur ses pieds. « Emma » a-t-il murmuré, « je ne me sens pas bien. Je pense que j'ai besoin de m'asseoir. » Mais l'agent de sécurité se dirigeait déjà vers nous, ses yeux ne quittant pas le visage de Michael. En se rapprochant, j'ai pu voir que son nom était Thompson. « Excusez-moi, monsieur. » L'agent Thompson a dit, sa voix prudemment neutre, mais avec une tension sous-jacente. « Puis-je voir votre identification à nouveau ?» Les mains de Michael tremblaient alors qu'il sortait son permis de conduire. Thompson l'a examiné attentivement, et j'ai vu sa mâchoire se serrer presque imperceptiblement. « Madame » a dit l'agent Thompson, se tournant vers moi avec ses yeux gentils qui contenaient maintenant une profondeur de préoccupation qui me serrait l'estomac.
J'ai besoin que vous veniez avec moi maintenant. Quoi? Pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal. Michael m'a agrippé le bras. Emma, fais juste ce qu'il dit. Mais l'agent Thompson a doucement mais fermement retiré les doigts de Michael de mon bras. Madame, veuillez vous éloigner de lui. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ma voix devenait plus aiguë, attirant l'attention d'autres passagers. Nous essayons juste d'attraper notre vol pour Paris. L'agent Thompson s'est penché plus près, parlant d'une voix basse et urgente que seul moi pouvais entendre. Vous ne pouvez pas être ici avec lui. Vous êtes en danger. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. De quoi parlez-vous? C'est mon mari. Madame, j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous veniez avec moi tout de suite, s'il vous plaît. Quelque chose dans sa voix, une combinaison d'autorité et de véritable préoccupation, m'a fait hocher la tête. En nous éloignant, j'ai regardé en arrière pour voir Michael approché par deux autres officiers. Son visage était de la couleur d'un vieux papier, et il avait l'air de pouvoir s'effondrer à tout moment. L'agent Thompson m'a conduite dans un petit bureau sans fenêtre derrière le poste de contrôle de sécurité. Les murs étaient tapissés d'écrans montrant différentes zones de l'aéroport, et il y avait un bureau encombré de papiers et de tasses à café vides. Veuillez vous asseoir, a-t-il dit, en me désignant une chaise en face du bureau. Je veux savoir ce qui se passe maintenant. Où est mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Thompson s'est assis lourdement et a sorti son portefeuille. Au lieu d'un permis de conduire, il m'a montré un badge. Détective Ray Thompson, département de police de métro. Je ne suis pas juste la sécurité de l'aéroport, madame. Il a fait une pause, me regardant avec expectative. Davis. Emma Davis. Et c'est mon mari, Michael Davis. Quelque chose a changé dans l'expression du détective Thompson, une tristesse qui a fait battre mon cœur encore plus vite. Madame Davis, je dois vous poser quelques questions, et j'ai besoin que vous restiez calme. Depuis combien de temps êtes-vous mariée à Michael? 2 ans. Nous célébrons notre anniversaire. C'est pourquoi nous allons à Paris. Le mot sonnait creux même pour moi. Et combien de temps l'avez-vous connu avant de vous marier? Nous sommes sortis ensemble pendant environ 6 mois. Pourquoi me posez-vous cette question? Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Le détective Thompson a ouvert un épais dossier en manille et en a sorti une photographie. Madame Davis, j'ai besoin que vous regardiez ceci très attentivement. C'était une affiche de personnes disparues, du genre que l'on voit sur les poteaux téléphoniques et les tableaux d'affichage des épiceries. L'en-tête disait « est disparu » en grandes lettres noires. En dessous, il y avait une photographie d'une femme avec des cheveux blonds mi-longs, des yeux bleus et un sourire qui aurait pu être mon propre reflet. Sarah Stone, 28 ans, 6 mois de grossesse. Dernière vue avec son mari, Marcus Stone, le 15 octobre, il y a 5 ans. J'ai fixé la photographie. Mon cerveau luttant pour traiter ce que je voyais. La femme me ressemblait tellement, nous aurions pu être sœurs, jumelles, même. Je ne comprends pas. Qui est cette femme? Et qu'est-ce qu'elle a à voir avec Michael? Le détective Thompson a sorti une autre photographie. Celle-ci, un permis de conduire. Le nom était Marcus Stone, mais le visage qui me regardait était indéniablement celui de mon mari. Madame Davis, votre mari s'appelle Marcus Stone. Et il y a 5 ans, sa femme enceinte a disparu sans laisser de traces. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Et pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Le petit bureau semblait rétrécir autour de moi, les murs se rapprochant alors que ma vision se rétrécissait. C'est impossible, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Il s'appelle Michael Davis. J'ai un certificat de mariage. J'ai vu son permis de conduire, son passeport. Tous de faux documents, Madame Davis. De très bons faux, mais des faux néanmoins. Le détective Thompson a ouvert son dossier plus largement, révélant une épaisse pile de papiers, de photographies et de documents officiels. Je travaille sur cette affaire depuis 5 ans. Marcus Stone, l'homme que vous connaissez sous le nom de Michael Davis, était le principal suspect dans la disparition de sa femme. Il a disparu juste avant que nous puissions l'amener pour interrogatoire. Mes mains tremblaient alors que je reprenais la fiche de personnes disparues. Sarah Stone. La ressemblance était si frappante qu'elle était troublante. Même couleur de cheveux, même structure faciale, même sourire.
Même notre style vestimentaire semblait similaire. Sarah portait une simple robe bleue qui aurait pu sortir de mon propre placard. Cela doit être une erreur, ai-je dit. Mais même en prononçant ces mots, je savais qu'ils sonnaient creux. Trop de choses avaient soudainement pris sens. La réticence de Michael à prendre des photographies, son insistance à garder notre relation privée, son refus de discuter de son passé en détail. Madame Davis, j'ai besoin que vous réfléchissiez très attentivement à votre relation avec Marcus. A-t-il jamais parlé de son passé, de sa famille, de ses relations précédentes? J'ai essayé de me concentrer, mais mon esprit semblait nager dans le brouillard. Il a dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand il était à l'université. Il a dit qu'il était enfant unique. Il n'a jamais mentionné être marié auparavant. Et ses amis, ses anciens collègues, quelqu'un de son passé? Non, personne. Il a dit qu'il était une personne privée, qu'il préférait se concentrer sur l'avenir plutôt que de s'attarder sur le passé. Je pensais que c'était romantique, comme s'il ne voulait penser qu'à notre vie ensemble. L'expression du détective Thompson est devenue plus grave. Madame Davis, tout ce que vous venez de décrire est cohérent avec quelqu'un qui a pris une fausse identité. L'isolement, le manque de lien avec son passé, l'accent mis sur l'avenir, ce sont des schémas classiques. Il a sorti une autre série de documents. Les amis et la famille de Sarah Stone décrivaient sa relation avec Marcus en termes presque identiques. Romance éclair, fiançailles rapides, puis isolement progressif de son système de soutien. Isolement progressif. J'ai répété. Mais même en disant cela, j'ai réalisé que c'était vrai. Quand Michael et moi avons commencé à sortir ensemble, j'avais des soirées entre filles régulières avec mes amis, des appels hebdomadaires avec ma sœur, des rendez-vous café avec mes collègues. Au cours des 2 dernières années, ces liens s'étaient progressivement estompés. Michael ne m'a jamais interdit de voir des gens. Il était trop subtil pour cela. Au lieu de cela, il organisait des surprises romantiques les soirs où j'avais prévu de sortir, où il mentionnait combien il me manquait quand j'étais parti, où il soulignait à quel point mes amis ne semblaient pas comprendre notre relation comme lui. Il m'a convaincu de quitter mon emploi. J'ai dit lentement, les mots sonnant étrangement dans ma bouche. Il a dit que nous n'avions pas besoin de l'argent, qu'il voulait que je me concentre sur les choses qui me rendaient heureuse. Je pensais qu'il était un soutien. La dépendance financière est une autre tactique de contrôle classique, a dit doucement le détective Thompson. Cela rend plus difficile pour les victimes de partir, même lorsqu'elles sentent que quelque chose ne va pas victime. Le mot m'a serré l'estomac. Étais-je cela? Sarah l'avait-elle été? Détective Thompson. Qu'est-il arrivé exactement à Sarah Stone? Il a hésité et j'ai pu voir qu'il pesait combien me dire. Elle a disparu de leur maison le 15 octobre, il y a 5 ans. Sa voiture était toujours dans l'allée. Son portefeuille était sur le comptoir de la cuisine. Et il n'y avait aucun signe d'effraction. Marcus a affirmé qu'il était rentré du travail et qu'elle était simplement partie. Mais vous ne l'avez pas cru. Il y avait des incohérences dans son histoire. Les voisins ont rapporté avoir entendu des disputes provenant de la maison la nuit précédente. La sœur de Sarah a dit qu'elle l'avait appelé plus tôt ce jour-là en pleurant, disant qu'elle avait peur et qu'elle voulait quitter Marcus, mais qu'elle ne savait pas comment. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Et puis Marcus a disparu. 3 jours avant que nous n'allions l'amener pour un interrogatoire formel. Il a tout laissé derrière lui, travail, maison, compte bancaire, il a simplement disparu dans la nature. J'ai de nouveau fixé la fiche de personnes disparues, essayant de traiter tout ce que j'apprenais. Détective Thompson, comment l'avez-vous reconnu aujourd'hui? Cela fait 5 ans. Je travaille sur cette affaire depuis tout ce temps, Madame Davis. J'ai étudié chaque photographie, chaque élément de preuve, et il y a environ 6 mois, nous avons eu une piste dans l'affaire. De nouveaux éléments qui nous ont amenés à croire que Marcus pourrait toujours être dans la région, utilisant potentiellement une fausse identité. Il y a 6 mois, j'ai rapidement fait le calcul. C'est à ce moment-là que Michael a commencé à agir étrangement. Les appels téléphoniques, la paranoïa, les heures supplémentaires. Nous avons mené une surveillance dans les pôles de transport, les aéroports, les gares, les terminus de bus. Aujourd'hui était mon premier jour de service dans cet aéroport. Et au moment où je l'ai vu, le détective Thompson a secoué la tête. Madame Davis, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas la première femme avec qui Marcus s'est impliqué depuis la disparition de Sarah.
Les pièces semblaient basculer autour de moi. Que voulez-vous dire? Il a sorti 2 autres dossiers, chacun contenant des photographies et des documents. Jessica Brox, mariée à un homme se faisant appeler David Miller 3 ans après la disparition de Sarah. Elle a disparu après 6 mois de mariage. La photographie montrait une autre femme blonde, celle-ci avec des cheveux plus courts, mais toujours ressemblant à Sarah et à moi. Elle souriait sur la photo, portant une robe de mariée qui ressemblait étonnamment à la mienne. Amanda Taylor, a continué le détective Thompson, ouvrant le 2e dossier. Mariée à un homme se faisant appeler James Wilson 1 an après la disparition de Jessica. Amanda a disparu après seulement 4 mois. J'ai regardé les photographies de ces 2 femmes, Jessica et Amanda, et j'ai eu l'impression de regarder dans un miroir déformant. Nous avions toutes des traits similaires, des silhouettes similaires, des styles similaires. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il a un type, ai-je murmuré. Madame Davis, nous pensons que Marcus a systématiquement ciblé des femmes qui ressemblent à sa première femme. La question est pourquoi? Avant que je puisse répondre, il y a eu une agitation à l'extérieur du bureau. Par la petite fenêtre de la porte, j'ai pu voir plusieurs personnes en uniforme médical se précipiter. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé, mon cœur battant la chamade. Le détective Thompson a ouvert la porte et a parlé brièvement avec quelqu'un dehors. Quand il s'est retourné vers moi, son expression était sombre. Votre mari s'est effondré. Il l'emmène au centre médical de l'aéroport. Les 30 minutes suivantes ont été floues. Le détective Thompson m'a escorté jusqu'à une petite installation médicale à l'intérieur de l'aéroport. Essentiellement, une station de premier secours glorifiée avec quelques lits d'hôpital et du matériel de base. Michael était allongé sur l'un des lits, conscient mais pâle, avec un masque à oxygène sur le visage. Un ambulancier prenait sa tension artérielle pendant qu'un médecin, une jeune femme à peine sortie de l'école de médecine, prenait des notes sur un presse-papier. Va-t-il s'en sortir, ai-je demandé. Ses signes vitaux sont stables, a dit le médecin. Il semble s'agir d'une crise d'angoisse, une fréquence cardiaque élevée, une hyperventilation, une transpiration profuse. A-t-il été soumis à un stress inhabituel récemment? J'ai failli rire de l'absurdité de la question. On pourrait dire ça. Le détective Thompson a parlé doucement avec le médecin pendant que j'approchais du chevet de Michael. Ses yeux étaient fermés, mais quand j'ai touché sa main, ils se sont légèrement ouverts. Même avec le masque à oxygène, je pouvais voir la peur dans son regard. Emma, a-t-il murmuré. Sa voix était étouffée par le masque. Michael, ou plutôt, Marcus, nous devons parler. Tout son corps s'est rigidifié et le moniteur cardiaque a commencé à biper plus rapidement. Il a essayé de s'asseoir, mais je l'ai doucement repoussé. Je sais, Michael. Je sais tout sur Sarah Stone. Sur Jessica Brox et Amanda Taylor. Je sais qui tu es vraiment. Des larmes ont commencé à couler sur son visage et il a retiré le masque à oxygène d'une main tremblante. Emma, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Alors explique. Dis-moi la vérité. Tout. Il a regardé autour de la petite salle médicale, voyant le détective Thompson debout près de la porte, le médecin et l'ambulancier à proximité. Pas ici, s'il vous plaît. Pouvons-nous avoir un peu d'intimité? Le détective Thompson s'est avancé. J'ai peur que ce ne soit pas possible, monsieur Stone. Vous êtes en état d'arrestation pour interrogatoire en lien avec la disparition de Sarah Stone. Attendez, ai-je dit, me surprenant moi-même. Donnez-nous 5 minutes, s'il vous plaît. J'ai besoin d'entendre ça de lui. Le détective Thompson semblait sur le point de refuser, mais quelque chose dans mon expression l'a fait hocher la tête. 5 minutes. Je serai juste devant cette porte. Quand nous étions seuls, Michael, Marcus, qui qu'il soit, m'a serré la main fermement. Emma, je n'ai jamais voulu que cela se produise. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Alors dis-moi la vérité. En commençant par Sarah. Qu'est-il arrivé à elle? Il a fermé les yeux et pendant un long moment, j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Quand il a finalement parlé, sa voix n'était qu'un murmure. Sarah allait me quitter. Elle a découvert certaines choses, des choses financières, et elle a menacé d'aller à la police. Nous nous sommes disputés et elle a dit qu'elle emmenait le bébé et qu'elle disparaissait là où je ne la trouverais jamais. Et j'ai paniqué. Je l'ai agrippée par le bras, essayant de l'empêcher de partir.
Et elle est tombée, s'est frappée la tête sur la table basse. Il sanglotait maintenant, tout son corps tremblait. Il y avait tellement de sang, Emma. Tellement de sang. J'ai eu l'impression de tomber dans un puits sombre. Elle est morte. C'était un accident. Je te jure, c'était un accident. Mais je savais que personne ne me croirait. Alors je l'ai enterrée dans le jardin. Et puis j'ai fui. Les mots planaient dans l'air entre nous comme un nuage toxique. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé un lit, partagé mes rêves, partagé mon corps, était un meurtrier. Il avait assassiné sa femme enceinte et l'avait enterrée comme si elle n'était rien. Et Jessica et Amanda? Sa prise sur ma main s'est resserrée. Je n'ai jamais voulu m'impliquer avec qui que ce soit d'autre. J'allais juste disparaître, recommencer. Mais j'étais tellement seul. Emma, tellement fatiguée de fuir. Et quand j'ai rencontré Jessica, elle ressemblait tellement à Sarah. Je pensais que peut-être j'aurais une seconde chance. Et quand elle a voulu partir aussi, le silence s'est étiré entre nous et j'ai eu ma réponse. Elles sont mortes aussi, n'est-ce pas? Jessica et Amanda. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Elles allaient me quitter comme Sarah. Elles allaient me dénoncer. Je ne pouvais pas les laisser détruire tout ce que j'avais construit. J'ai arraché ma main de la sienne, reculant du lit. Cet homme, ce monstre, avait tué 3 femmes. 3 femmes qui me ressemblaient, qui lui faisaient confiance comme je l'avais fait. Emma, s'il te plaît. Tu es différente. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je ne te ferai jamais de mal. Mais même en disant ces mots, je me suis souvenu des billets d'avion que le détective Thompson avait mentionnés. Pas pour Paris, pour le Brésil, un pays sans traité d'extradition. Michael avait prévu de disparaître à nouveau. Et qu'est-ce qui me serait arrivé quand il l'aurait fait? Les appels téléphoniques, ai-je dit, ma voix creuse. La paranoïa. Tu savais qu'il se rapprochait. J'essayais de te protéger. J'allais tout te dire une fois arrivé au Brésil. Nous allions recommencer avec une autre fausse identité, un autre faux mariage jusqu'à ce que je menace de partir ou que je découvre la vérité comme les autres. Non, Emma, tu dois me croire. Je t'aime. J'ai fixé cet homme que je pensais connaître. Cet homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 2 ans et j'ai réalisé que je regardais un parfait inconnu. Tout dans notre relation avait été un mensonge. L'amour que je pensais partager, l'avenir que je pensais construire, tout cela était construit sur les tombes de 3 femmes qui avaient fait la même erreur que moi. Le détective Thompson a frappé à la porte. Le temps est écoulé. Alors qu'il entrait avec 2 autres officiers, je me suis éloigné du lit. Michael s'est tendu vers moi, le désespoir dans ses yeux. Emma, s'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. Mais je m'éloignais déjà, la main du détective Thompson me guidant doucement vers la porte. Madame Davis, a dit l'un des officiers en commençant à lire ses droits à Michael. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour une déclaration officielle. J'ai hoché la tête nimbement, ne me faisant pas confiance pour parler. En quittant l'établissement médical, j'ai pu entendre Michael m'appeler, sa voix se brisant à chaque syllabe. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Le poste de police était un labyrinthe de murs beiges et de lumières fluorescentes qui rendaient tout aspect dur et surréaliste. Le détective Thompson m'a conduite dans une petite salle de conférence où il m'a versé du café d'une cafetière qui semblait avoir infusé depuis l'administration Clinton. Madame Davis, je sais que c'est écrasant, mais j'ai besoin que vous compreniez toute l'étendue de ce à quoi nous avons affaire ici. J'ai serré le mug chaud entre mes mains, reconnaissante pour quelque chose de solide à quoi me tenir. Depuis quand savez-vous pour Michael Marcus, qui qu'il soit? Nous suspectons depuis environ 6 mois qu'il est toujours dans la région. Nous avons eu une piste dans l'affaire quand la sœur de Sarah a engagé un détective privé. Le détective privé a trouvé des documents financiers qui suggéraient que Marcus avait utilisé plusieurs identités pour accéder à des comptes qu'il avait ouverts avant la disparition de Sarah. Le détective Thompson a ouvert un nouveau dossier, celui-ci encore plus épais que les autres. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons pu confirmer son identité actuelle. Nous le surveillons depuis des semaines. Le surveiller. Le café est devenu amer dans ma bouche. Vous voulez dire que vous me surveillez aussi? Nous devions être prudents. Nous ne savions pas si vous étiez complice ou une autre victime. D'après ce que nous avons observé, il est devenu clair que vous n'aviez aucune idée de qui vous étiez réellement marié.
Il a étalé une série de photographies sur la table. Moi faisant mes courses, moi à la poste, moi déjeunant avec ma sœur. Il y a 3 semaines, la première fois que je l'avais vu depuis des mois. C'est ce qui nous a convaincus que vous étiez innocente, a dit le détective Thompson, en pointant la photographie de moi avec ma sœur. Vous aviez l'air heureuse de la voir, mais aussi coupable. Comme si vous saviez que vous négligiez la relation, mais que vous ne compreniez pas pourquoi. L'exactitude de son observation était troublante. Je me suis senti coupable pendant ce déjeuner, m'excusant à plusieurs reprises auprès de Kate pour être une si mauvaise sœur. Elle avait rejeté mes excuses, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Détective Thompson, qu'advient-il maintenant de Marcus? Je veux dire, il sera inculpé du meurtre de Sarah en premier lieu avec sa confession. Cela devrait être simple, mais nous devons encore trouver les corps de Jessica et Amanda pour l'inculper de leur meurtre. La façon décontractée dont il a dit trouver les corps m'a fait frissonner. Ce n'était plus seulement des dossiers pour moi. C'étaient des femmes qui avaient vécu et aimé et rêvé tout comme moi. Pendant sa confession, vous a-t-il dit où? Il nous a donné quelques indications générales. Nous avons des équipes qui cherchent maintenant. L'expression du détective Thompson était sombre. Madame Davis, je dois vous préparer à la possibilité que cette affaire attire beaucoup d'attention médiatique. Un homme qui épouse et assassine en série des femmes qui ressemblent à sa première femme. Ce sera la une des journaux. Je n'avais même pas considéré cet aspect. L'idée que des journalistes campent sur ma pelouse, que mon visage soit placardé sur les écrans de télévision, que je sois connu pour toujours comme la femme qui a survécu. C'était presque trop à supporter. Et les autres familles? La famille de Sarah, Jessica et Amanda, elles méritent de connaître la vérité. La sœur de Sarah, Monica, se bat depuis 5 ans pour maintenir l'affaire en vie. Les parents de Jessica ont engagé 3 détectives privés différents. Le frère d'Amanda a créé une fondation pour les personnes disparues. Il a fait une pause. Ils méritent tous une clôture. Clôture. Un mot si simple pour quelque chose d'aussi compliqué. Comment trouver une clôture quand la personne que vous avez aimée n'a jamais existé? Quand chaque souvenir est entaché par la connaissance de ce dont il était capable? Il y a autre chose, Madame Davis. Le détective Thompson a sorti un autre dossier. Pendant notre surveillance de Marcus, nous avons remarqué un comportement inquiétant. Il fréquentait des endroits où vont les femmes célibataires, des cafés, des librairies, la bibliothèque. Il semblait étudier des femmes qui correspondaient à son type préféré. Mon sang s'est glacé. Vous pensez qu'il cherchait quelqu'un pour me remplacer? C'est possible. Nous avons trouvé des reçus dans son portefeuille pour un café de l'autre côté de la ville. La barista est une jeune femme nommée Jennifer. Blonde, de votre âge, récemment divorcée. Marcus y allait presque tous les jours pendant le dernier mois. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Non seulement je vivais avec un meurtrier, mais j'aurais pu être sur le point d'être remplacé, tout comme Sarah avait été remplacée par Jessica, Jessica par Amanda, Amanda par moi. Nous avons déjà contacté Jennifer et l'avons avertie. Elle se souvenait que Marcus lui avait dit qu'il était très amical, posant des questions personnelles sur son emploi du temps, sa situation de vie. Elle pensait qu'il était juste gentil. Oh mon Dieu, j'ai mis ma tête dans mes mains. Comment n'ai-je pas vu ça? Comment n'ai-je pas su ce qu'il était? Parce qu'il était très bon dans ce qu'il faisait, a dit doucement le détective Thompson. Les sociopathes peuvent être incroyablement charmants et manipulateurs. Ils étudient leurs victimes, apprennent ce qu'ils veulent entendre, ce dont ils ont besoin pour se sentir aimés et en sécurité. Ce n'est pas votre faute, Madame Davis. Mais j'avais l'impression que c'était de ma faute. Je continuais à penser à tous les petits signes que j'avais ignorés ou expliqués. La façon dont Michael ne voulait jamais rencontrer mes amis ou ma famille. Comment il me décourageait subtilement de poursuivre des passe-temps ou des intérêts qui ne l'impliquaient pas. La façon dont il réagissait avec tristesse et déception chaque fois que je voulais passer du temps avec d'autres personnes, me faisant me sentir coupable de vouloir une vie en dehors de notre relation. Et notre maison? Nos comptes bancaires sont notre vie. Tout devra être conservé comme preuve pour l'instant, mais éventuellement, vous pourrez accéder à votre part de tous les actifs conjoints. Bien que je doive vous avertir, une grande partie de ce que Marcus possédait était probablement acheté avec l'argent de compte qu'il avait ouvert sous de précédentes identités. Donc même notre maison, nos meubles, nos biens partagés étaient entachés par ces crimes.
Rien dans ma vie n'était vraiment à moi. Tout cela avait été acheté avec de l'argent du sang. Un coup à la porte a interrompu mes pensées. Un jeune officier a jeté un coup d'œil. Détective Thompson, nous les avons trouvés. Les mots planaient dans l'air comme une condamnation à mort. Le détective Thompson s'est excusé et est sorti dans le couloir. J'ai pu entendre des voix étouffées, urgentes et professionnelles. Quand il est revenu, son expression était sombre. Ils ont trouvé Jessica Brooks. Ses restes ont été enterrés près d'une maison de lac que Marcus louait sous une de ses fausses identités il y a 3 ans. J'ai fermé les yeux, essayant de ne pas imaginer les derniers moments de Jessica. Avait-elle réalisé ce qui se passait? Avait-elle essayé de fuir? Et Amanda toujours en train de chercher, mais ils ont trouvé des preuves dans une propriété qu'ils louaient l'année dernière. Ils sont confiants qu'ils retrouveront ces restes dans les prochains jours. Les prochaines heures se sont déroulées dans un flou de déclarations, de formulaires et de procédures. J'ai tout raconté au détective Thompson dont je me souvenais de ma relation avec Marcus. Chaque conversation, chaque voyage, chaque moment qui pourrait éclairer sa psychologie ou aider à l'enquête. Quand nous avons eu fini, il était presque minuit. L'aéroport, où ce cauchemar avait commencé, semblait quelque chose qui s'était passé il y a des semaines plutôt que des heures. Madame Davis, avez-vous un endroit sur où passer la nuit? Famille ou amis? J'ai pensé à ma sœur Kate, à la façon dont je m'étais progressivement éloigné d'elle au cours des 2 dernières années. Veut-elle encore m'aider après que j'ai été une si terrible sœur? Je peux appeler ma sœur. Bien. Et Madame Davis, je vous recommande fortement d'envisager un suivi psychologique. Ce que vous avez vécu, la manipulation, la trahison, le traumatisme, il faudra du temps pour le traiter. Comme si je pouvais jamais traiter cela, comme s'il y avait une vie normale qui m'attendait de l'autre côté de ce cauchemar. Le détective Thompson m'a conduite à un hôtel près du poste de police. En arrivant devant l'entrée, j'ai réalisé que je n'avais pas de vêtements, pas de produits de toilette, pas d'argent. Tout ce que je possédais était une preuve dans une enquête sur meurtre. Le coordinateur des services aux victimes vous aidera demain, m'a-t-il assuré. Ils peuvent fournir une aide financière temporaire et vous aider à commencer à remettre votre vie en ordre. Remettre ma vie en ordre, comme si j'étais un vase cassé qui pouvait être recollé avec suffisamment de temps et d'effort. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais vraiment être entières à nouveau. Dans la chambre d'hôtel, un espace générique qui sentait le nettoyant pour tapis industriels et le désodorisant artificiel. Je me suis assise sur le lit et j'ai essayé d'appeler Kate. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer son numéro. Emma, oh mon Dieu, il est minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Et soudain, je sanglotais. Des sanglots profonds et déchirants qui venaient de si profondément en moi que je ne savais pas qu'ils existaient. Kate n'arrêtait pas de demander ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas former les mots pour expliquer que toute ma vie avait été un mensonge. Que l'homme que j'avais aimé était un monstre. Que j'avais de la chance d'être en vie. Kate, j'ai finalement réussi à articuler. J'ai besoin d'aide. Peux-tu venir me chercher? Bien sûr. Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme que j'ai épousé, ce n'est pas celui que je pensais. Il a tué des gens, Kate. Il a tué 3 femmes, et j'ai failli devenir la 4e. Le silence à l'autre bout de la ligne s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité. Donne-moi l'adresse, a dit Kate finalement, sa voix calme et forte. Je serai là dans 1 heure. En attendant ma sœur, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la chambre d'hôtel. J'avais l'air de la même personne qui s'était réveillée ce matin-là excitée par un voyage romantique à Paris. Même cheveux blonds, mêmes yeux bleus, même visage qui avait fait de moi une cible pour un meurtrier. Mais tout le reste avait changé. La femme dans le miroir était une étrangère, une survivante de quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Emma, s'il te plaît, réponds à mes appels. Je t'aime. J'ai besoin que tu comprennes. J'ai éteint le téléphone et l'ai jeté à la poubelle. Marcus Stone, Michael Davis, ou quel que soit le nom qu'il voulait utiliser, pouvait pourrir en prison, je m'en fichais. J'avais fini d'être sa victime. Mais même en pensant ces mots de défi, je savais que la vérité était plus compliquée. L'homme qui m'avait tenu la nuit, qui m'avait fait rire, qui m'avait promis l'éternité. Cet homme n'avait jamais existé. C'était un mensonge soigneusement construit, un masque porté par un meurtrier.
Et une partie de moi, malgré tout ce que je savais maintenant, pleurait encore l'amour que je pensais avoir perdu. Le plus difficile n'était pas de détester Marcus Stone. Le plus difficile était d'apprendre à me pardonner d'avoir aimé un fantôme. Kate est arrivée à l'hôtel à 1h47 du matin et je suis tombé dans ses bras comme un enfant. Ma sœur, 2 ans de plus que moi et infiniment plus sage, m'a tenu pendant que je sanglotais toute l'horrible histoire. Elle n'a pas dit, je te l'avais dit. Bien qu'elle ait eu tout à fait le droit de le faire. Elle n'avait jamais aimé Michael, bien qu'elle ait été trop polie pour le dire directement. Il y avait quelque chose chez lui, a-t-elle dit alors que nous roulions dans les rues vides en direction de son appartement. La façon dont il monopolisait ton temps, comment il semblait toujours orienter les conversations loin de tout ce qui était personnel. Et Emma, tu as changé quand tu étais avec lui. Tu es devenue plus petite d'une certaine manière. Je savais qu'elle avait raison, même si c'était douloureux à entendre. Au cours des jours suivants, alors que la nouvelle de l'arrestation de Marcus se répandait, j'ai commencé à voir l'étendue complète de la façon dont j'avais été complètement manipulé. Des amis avec qui j'avais perdu contact ont appelé, exprimant leur soulagement que j'étais en sécurité, mais partageant également leurs préoccupations concernant ma relation qu'ils ne s'étaient jamais sentis à l'aise d'exprimer. Il me donnait des frissons, a dit mon ancienne collègue, Linda. Tu te souviens de cette fois où il s'est présenté à la fête de Noël du bureau sans y être invité? Il a passé tout le temps à te regarder? Comme s'il s'assurait que tu ne parlais à personne trop longtemps ou que tu ne riais pas trop fort aux blagues de quelqu'un d'autre. Je me souviens de cette nuit-là. Michael avait été charmant avec tout le monde, mais après, il m'avait interrogé longuement sur chaque conversation que j'avais eue, chaque personne qui m'avait fait sourire. J'avais pensé qu'il était juste protecteur. En une semaine, l'attention médiatique que le détective Thompson m'avait prédite a commencé en earnest. L'histoire avait tout ce que les journalistes aimaient. Un beau tueur en série, plusieurs victimes qui se ressemblaient, et une épouse survivante qui n'avait aucune idée qu'elle vivait avec un monstre. Les gros titres étaient sensationnalistes et cruels. La femme qui ne savait pas coucher avec l'ennemi. Combien d'autres y en a-t-il? J'ai arrêté de quitter l'appartement de Kate après qu'un journaliste m'ait suivi jusqu'à l'épicerie, me fourrant une caméra au visage et me demandant « Comment te sens-tu de savoir que tu étais marié à un meurtrier ?» Kate a engagé un avocat, David Goldman, spécialisé dans la protection des droits des victimes lors de procès médiatisés. La bonne nouvelle, m'a dit David lors de notre première rencontre, c'est que la confession de Marcus rend le dossier de l'accusation beaucoup plus solide. La mauvaise nouvelle, c'est que son avocat de la défense va essayer de le dépeindre comme un malade mental plutôt que comme un criminel responsable. Il pourrait essayer d'utiliser votre témoignage pour soutenir une défense d'aliénation mentale. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie qu'ils vont essayer de faire croire que Marcus croyait sincèrement l'aimer, lui et les autres victimes. Ils soutiendront que ses délires l'ont empêché de contrôler ses actions. L'idée me donnait la nausée. L'idée que notre relation tordue puisse être utilisée pour aider Marcus à échapper à la justice était insupportable. 3 semaines après son arrestation, la police a retrouvé les restes d'Amanda Taylor enterrés dans les bois derrière l'ancien complexe d'appartements de Marcus. Comme Jessica et Sarah, elle est morte de traumatisme contondant à la tête. La découverte a fait les gros titres nationaux et soudain, je ne pouvais plus aller nulle part sans être reconnu. Vous devriez envisager d'écrire un livre, a suggéré mon avocate désignée par le tribunal, une gentille femme nommée Patricia Williams. Contrôlez votre propre récit au lieu de laisser les autres raconter votre histoire pour vous. Mais je ne pouvais pas imaginer transformer ce cauchemar en divertissement pour les autres. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était l'histoire de Sarah, l'histoire de Jessica, l'histoire d'Amanda. Et aucune d'entre elles n'avait survécu pour raconter leur propre version. Les audiences préliminaires ont commencé 6 semaines après l'arrestation de Marcus. J'ai dû témoigner de notre relation, de ses tactiques de manipulation, de la façon systématique dont il m'avait isolé de mon système de soutien. Marcus était assis à la table de la défense en combinaison orange, et plusieurs fois pendant mon témoignage, il a essayé d'attraper mon regard. Son avocate de la défense, une femme au visage vif nommée Rebecca Harrison, a été implacable lors du contre-interrogatoire. Madame Davis, diriez-vous que votre mari était affectueux? Oui. Attentif à vos besoins? Oui. Vous a-t-il jamais frappé? Vous a-t-il jamais menacé physiquement? Non. Le décririez-vous comme aimant? J'ai hésité, sachant que c'était exactement ce qu'elle voulait. Je pensais qu'il m'aimait,
Mais je comprends maintenant que ce que j'avais pris pour de l'amour était en fait de l'obsession et du contrôle. Mais il ne vous a jamais fait de mal physiquement? Non. Ne vous a jamais menacé? Non. En fait, Madame Davis, n'est-il pas vrai que pendant tout votre mariage de 2 ans, votre mari n'a été rien d'autre que gentil, généreux et dévoué à vous? Je pouvais voir où cela menait. Il était manipulateur. Il m'a isolé de mes amis et de ma famille. Il contrôlait tous les aspects de ma vie, mais il le faisait d'une manière qui semblait aimante pour vous à l'époque. N'est-ce pas? Oui. Presque comme s'il croyait sincèrement qu'il vous protégeait et prenait soin de vous. David Goldman a objecté, mais le mal était fait. Harrison construisait son cas selon lequel Marcus était délirant plutôt que calculateur, mentalement malade plutôt que mauvais. Le procès lui-même a commencé 4 mois après ce terrible jour à l'aéroport. À ce moment-là, j'avais commencé à voir le docteur Hélène Richard, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes et les victimes de manipulation. Les séances étaient douloureuses mais nécessaires. Je commençais enfin à comprendre à quel point ma perception de la réalité avait été déformée. Les victimes de manipulation psychologique se blâment souvent, a expliqué le docteur Richard lors d'une de nos séances. Elles pensent qu'elles auraient dû voir les signes, qu'elles auraient dû savoir mieux. Mais vous aviez affaire à quelqu'un qui avait des années de pratique à perfectionner sa technique. Ce n'est pas votre faute, Emma. Intellectuellement, je comprenais ce qu'elle disait. Émotionnellement, j'avais toujours du mal avec la honte et le doute de soi. Comment aurais-je pu être si aveugle? Comment aurais-je pu être si stupide? L'accusation, dirigée par le procureur de district Lisa Parker, a présenté un dossier méthodique. Ils ont établi le calendrier. Le meurtre de Sarah il y a 5 ans, la disparition et le meurtre de Jessica il y a 3 ans, la disparition et le meurtre d'Amanda il y a 1 an, puis le mariage de Marcus avec moi. Ils ont fait appel à des experts en psychologie criminelle qui ont expliqué le comportement de Marcus, comment il sélectionnait des victimes qui ressemblaient à sa première femme, comment il utilisait les mêmes techniques de manipulation sur nous toutes, comment les relations suivaient des schémas identiques de contrôle et d'isolement. La partie la plus difficile a été d'écouter les témoignages des familles des victimes de Marcus. La sœur de Sarah, Monica, a décrit comment Sarah l'avait appelée la veille de sa disparition, pleurant et disant qu'elle avait peur de Marcus, mais qu'elle ne savait pas comment le quitter en toute sécurité. Elle a dit qu'il surveillait ses appels téléphoniques, vérifiait son ordinateur, la suivait quand elle sortait seule. Monica a témoigné qu'elle avait peur, mais qu'elle se sentait également piégée. Il l'avait convaincue qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. La mère de Jessica, Carol Brooks, s'est complètement effondrée en décrivant le dernier appel téléphonique de sa fille. Jessica m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose sur David qui n'était même pas son vrai nom et qu'elle prévoyait de le quitter. Elle avait peur mais était déterminée. Elle a dit qu'elle m'appellerait à nouveau une fois qu'elle serait en sécurité. La voix de Carol s'est brisée. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. Le frère d'Amanda a témoigné sur la façon dont Amanda avait progressivement arrêté de rappeler et de répondre à ses messages après avoir épousé Marcus. Elle m'appelait toujours le dimanche. Il a dit que nous étions proches, mais après son mariage, les appels sont devenus moins fréquents, puis ont cessé complètement. Quand j'ai essayé de lui rendre visite, James, c'est comme ça qu'elle l'appelait, avait toujours une excuse pour dire que ce n'était pas le bon moment. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas assise dans cette salle d'audience, écoutant ces familles décrire leurs pertes et leurs regrets, j'ai ressenti un poids écrasant de culpabilité de survivante. Pourquoi avais-je vécu alors qu'elles étaient mortes? Qu'est-ce qui me différenciait de Sarah, Jessica et Amanda? L'équipe de défense de Marcus a essayé de le dépeindre comme un homme poussé par le chagrin et la maladie mentale plutôt que par une intention malveillante. Ils ont fait venir des psychiatres qui ont témoigné sur son supposé état délirant, son incapacité à assimiler la tragédie de la perte de Sarah, ses tentatives désespérées de recréer la relation qu'il avait perdue. Monsieur Stone était piégé dans un cycle de chagrin et de pensées magiques, a témoigné le docteur Richard Ulbrook, un psychiatre engagé par la défense. Dans son esprit, s'il pouvait trouver la bonne femme, quelqu'un qui lui rappelait Sarah, il pourrait en quelque sorte annuler la tragédie de l'avoir perdue. Lorsque ses relations échouaient inévitablement à répondre à son fantasme, il réagissait avec une violence née du désespoir, pas du calcul. C'était une défense sophistiquée, mais je pouvais voir que le jury n'y croyait pas. Les preuves étaient trop écrasantes, le schéma trop clair. Ce n'était pas un homme rendu fou par le chagrin.
C'était un prédateur qui avait passé des années à perfectionner sa technique de chasse. Quand j'ai témoigné lors du procès principal, j'étais mieux préparé qu'aux audiences préliminaires. David Goldman et moi avions beaucoup pratiqué, et j'étais prête pour les tentatives de Harrison de dépeindre Marcus comme un romantique délirant plutôt que comme un meurtrier calculateur. Madame Davis, a commencé Harrison lors du contre-interrogatoire, quand votre mari vous a dit qu'il vous aimait, y avez-vous cru à l'époque? Oui. Quand il vous tenait, vous réconfortait, vous faisait vous sentir en sécurité et chéri, ces sentiments étaient réels pour vous, n'est-ce pas? Oui. Mais, et n'est-il pas possible que ces sentiments aient été réels pour lui aussi? Quand son état délirant, il croyait sincèrement vous aimer. J'ai pris une profonde inspiration, me souvenant des conseils du docteur Richard sur le fait de rester ancré dans la vérité plutôt que de se laisser prendre par le récit de la défense. Mademoiselle Harrison, l'amour véritable ne nécessite pas l'isolement de la famille et des amis. Le véritable amour n'implique pas de contrôle financier ni de manipulation émotionnelle. Ce que Marcus ressentait pour moi et pour Sarah, Jessica et Amanda n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Et quand nous avons menacé cette possession en essayant d'affirmer notre indépendance, il nous a tués. Je ne suis en vie que parce que le détective Thompson l'a reconnu avant que Marcus ne puisse achever son schéma. La salle d'audience était silencieuse quand j'ai eu fini. Même Harrison semblait décontenancé par la franchise de ma réponse. Marcus lui-même a témoigné le dernier jour du dossier de la défense. Contre l'avis de son avocat, il a insisté pour monter à la barre. Ce fut un désastre pour la défense. Lors de l'interrogatoire principal, il a joué le rôle du veuf endeuillé consumé par la perte. Il a parlé de son amour pour Sarah, de son incapacité à accepter sa mort, de sa recherche désespérée de connexion et de sens après la tragédie. Mais lors du contre-interrogatoire, le procureur de district Parker a méthodiquement démantelé sa performance. Elle a posé des questions sur les fausses identités, la sélection délibérée de victimes qui ressemblaient à Sarah, la planification minutieuse de chaque relation. Monsieur Stone, vous avez témoigné que vous étiez consumé par le chagrin après la mort de Sarah. Mais n'est-il pas vrai que Sarah n'est pas morte dans un accident, comme vous l'aviez initialement prétendu? N'est-il pas vrai que vous l'avez tuée? C'était un accident, a-t-il insisté, mais son sang-froid commençait à se fissurer. Un accident que vous avez choisi de couvrir en enterrant son corps dans votre jardin plutôt qu'en appelant à l'aide. J'ai paniqué. Je savais que personne ne me croirait. Et Jessica Brooks, sa mort était-elle aussi un accident? Elle allait me quitter. Elle allait détruire tout ce que j'avais construit. Alors, vous l'avez tuée aussi. Je ne voulais pas. Je ne pouvais pas la laisser partir. Et Amanda Taylor. À ce moment-là, Marcus était visiblement agité, son masque de chagrin soigneusement construit glissant pour révéler le calcul froid en dessous. Elle a menacé d'appeler la police. Elle a dit qu'elle avait découvert qui j'étais vraiment. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors, vous l'avez tué aussi. Je devais me protéger. La transformation était complète. Le veuf endeuillé avait disparu, remplacé par le prédateur narcissique qui avait assassiné 3 femmes et m'aurait tué aussi s'il n'avait pas été attrapé. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures. Quand ils sont revenus, le président a lu le verdict d'une voix ferme. Coupable de tous les chefs d'accusation. Marcus a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que le juge lisait la sentence, il m'a regardé directement avec une expression de haine si pure qu'elle m'a fait courir le sang-froid. Même maintenant, même après tout, il me blâmait pour sa chute plutôt que d'accepter la responsabilité de ses crimes. Le battage médiatique suivant la condamnation de Marcus a été intense, mais heureusement bref. En quelques semaines, le cycle des nouvelles était passé à d'autres histoires, et j'ai enfin pu commencer à reconstruire ma vie dans une relative intimité. Mais le processus de guérison a été plus compliqué que je ne l'avais prévu. Le traumatisme n'était pas seulement de découvrir que mon mari était un meurtrier. Il s'agissait d'apprendre que tout ce que j'avais cru sur moi-même, mon jugement, ma capacité à faire confiance avait été systématiquement sapé pendant 2 ans de manipulation subtile. Le docteur Richard m'a aidé à comprendre que le rétablissement après une manipulation psychologique est différent de la guérison d'autres types de traumatismes. Les blessures physiques guérissent de manière prévisible, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances. Mais la manipulation psychologique nuit à votre capacité à faire confiance à vos propres perceptions. Marcus ne vous a pas seulement menti sur qui il était. Il vous a appris à douter de vos propres instincts,
de votre propre mémoire, de votre propre réalité. C'était exactement ce avec quoi je luttais. Même des mois après sa condamnation, je me suis retrouvé à remettre en question chaque interaction, chaque émotion, chaque décision. Cette personne au supermarché était-elle vraiment amicale ou essayait-elle de me manipuler? Ma sœur était-elle sincèrement préoccupée par mon bien-être ou avait-elle un ordre du jour caché? La paranoïa était épuisante. J'ai rejoint un groupe de soutien pour survivantes de violences domestiques. Même si je résistais initialement à l'étiquette, je n'avais jamais été frappé, jamais menacé de violence physique. Mais les autres femmes du groupe m'ont aidé à comprendre que la violence prend de nombreuses formes. Il n'avait pas besoin de te frapper, a expliqué Sarah. C'était choquant d'entendre ce nom, mais cette Sarah était bien vivante, une femme dynamique dans la quarantaine qui avait échappé à son propre mariage abusif. Il t'avait tellement contrôlé par la manipulation émotionnelle que la violence physique était inutile. Tu étais déjà isolée, financièrement dépendante, et programmée pour douter de ton propre jugement. Le groupe de soutien est devenu une bouée de sauvetage. Ces femmes comprenaient la honte. Le doute de soi, la façon dont les victimes de violences se blâment pour ne pas avoir reconnu les signes avant-coureurs. Elles ne me jugeaient pas d'avoir aimé Marcus, d'avoir cru ses mensonges, d'avoir été du psy complètement. 6 mois après le procès, j'ai reçu ma première lettre de Marcus en prison. L'adresse de retour était suffisante pour me provoquer une attaque de panique, et j'ai jeté la lettre sans l'ouvrir. Mais d'autres lettres ont suivi, une toutes les quelques semaines, parfois plus fréquemment. Tu n'as pas besoin de les lire, a conseillé David Goldman. Le système pénitentiaire est tenu de livrer le courrier, mais vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Beaucoup de victimes trouvent utile de faire examiner leur courrier par quelqu'un d'autre. Kate s'est portée volontaire pour cette tâche, bien qu'elle m'ait prévenu que les lettres étaient troublantes. Il alterne entre professer son amour et te blâmer pour sa situation. M'a-t-elle dit après avoir examiné une lettre particulièrement longue. Il affirme que si tu avais simplement répondu à ses appels depuis la prison, si tu étais resté à ses côtés pendant le procès, tout serait différent. Il est complètement incapable d'accepter la responsabilité de ce qu'il a fait. C'était cohérent avec ce que le docteur Richard m'avait dit sur les personnalités narcissiques. Même en prison, même après avoir été condamné pour plusieurs meurtres, Marcus essayait toujours de contrôler le récit, essayant toujours de me manipuler pour me faire sentir responsable de son sort. Alors que le premier anniversaire de ce terrible jour à l'aéroport approchait, j'ai réalisé que je devais apporter des changements majeurs dans ma vie. Je vivais toujours chez Kate, voyais toujours le docteur Richard 2 fois par semaine, j'avais toujours peur de m'éloigner trop de ma routine établie. Je survivais, mais je ne vivais pas vraiment. Je pense que je dois déménager, ai-je dit au docteur Richard lors d'une de nos séances. Recommencer complètement quelque part où personne ne connaît mon histoire. Fuir peut être tentant, a-t-elle répondu prudemment, mais il est important de s'assurer que vous allez vers quelque chose de positif plutôt que de simplement fuir quelque chose de négatif. Elle avait raison. Bien sûr, je n'étais pas encore prête à apporter des changements majeurs dans ma vie. J'étais encore trop fragile, trop incertaine de mon propre jugement, mais le désir d'un nouveau départ grandissait. La percée est survenue de manière inattendue lors d'une réunion de groupe de soutien. Un nouveau membre avait rejoint, une femme nommée Jennifer, qui semblait familière. Il m'a fallu un moment pour réaliser où je l'avais vue auparavant. C'était la barista que Marcus avait traquée pendant ses dernières semaines de liberté. Je me sens tellement stupide, disait Jennifer. Il semblait si gentil, si intéressé par ma vie. Je pensais même qu'il pourrait m'inviter à sortir, et j'envisageais de dire oui si la police ne m'avait pas prévenu. Elle a frissonné. Entendre l'histoire de Jennifer, voir cette femme vivante et respirante qui avait failli devenir la 5e victime de Marcus, m'a aidé à comprendre quelque chose de crucial. Je n'étais pas responsable des crimes de Marcus, mais ma survie signifiait quelque chose. Mon témoignage avait aidé à le condamner. Mon histoire avait aidé à éduquer d'autres personnes sur les signes avant-coureurs de manipulation et de violence. Avez-vous déjà envisagé de parler publiquement de votre expérience? A demandé le docteur Patricia Williams, l'avocate des victimes qui avait travaillé avec moi pendant le procès. Il existe des organisations qui aimeraient avoir quelqu'un avec votre point de vue pour parler aux jeunes femmes de la reconnaissance des tactiques de manipulation. L'idée me terrifiait, mais cela me semblait aussi être un moyen de retrouver l'agence sur mon histoire. Au lieu d'être pour toujours définie comme la femme qui ne savait pas, peut-être que je pourrais devenir la femme qui a survécu et qui a aidé d'autres à survivre aussi.
Mon premier engagement public a eu lieu dans un petit collège à environ 1 heure de l'appartement de Kate. J'étais tellement nerveuse que je pouvais à peine tenir mes notes, mais le public était respectueux et engagé. Pendant la période de questions, une jeune femme a levé la main. Comment faites-vous confiance à votre jugement maintenant? Comment savez-vous si quelqu'un est vraiment gentil ou juste un bon manipulateur? C'était la question avec laquelle j'avais lutté pendant des mois. Et je me suis surprise avec la clarté de ma réponse. Je ne pense pas que l'on dépasse jamais complètement ce doute. Je l'admets. Mais j'ai appris à faire attention à la façon dont les gens me font me sentir. Marcus me faisait me sentir spéciale, mais aussi plus petite. Il m'isolait des autres relations et me rendait dépendante de son approbation. Les relations saines font le contraire. Elles vous encouragent à maintenir d'autres liens, à poursuivre vos propres intérêts, à faire confiance à vos propres instincts. Après la conférence, plusieurs jeunes femmes se sont approchées de moi en privé pour partager leurs propres expériences avec des partenaires contrôlants. Certaines étaient encore dans ces relations, et entendre mon histoire leur a donné le courage d'envisager de partir. D'autres s'étaient déjà échappées et avaient trouvé du réconfort en sachant qu'elles n'étaient pas seules dans leur expérience. 2 ans après ce jour qui a changé ma vie à l'aéroport, je me suis enfin sentie prête à franchir le grand pas que j'avais envisagé. J'ai décidé de déménager à l'autre bout du pays dans une petite ville côtière de l'Oregon où je pourrais recommencer à zéro tout en maintenant les systèmes de soutien que j'avais construits. La décision ne consistait plus à fuir. Il s'agissait d'aller vers la vie que je voulais construire. J'avais été accepté dans un programme de maîtrise en travail social avec une spécialisation en conseil en traumatisme. Ma propre expérience m'avait montré à quel point ces services étaient désespérément nécessaires, et je voulais consacrer ma vie à aider les autres à guérir d'expériences similaires. Kate m'a organisé une fête de départ et j'ai été surprise par le nombre de personnes présentes. Les femmes de mon groupe de soutien, des collègues de mon emploi à temps partiel dans une organisation à but non lucratif, même certains des policiers qui avaient travaillé sur l'affaire Marcus. C'était la première fois depuis 3 ans que j'étais dans une pièce pleine de monde et que je me sentais vraiment heureuse plutôt qu'anxieuse. Vous avez parcouru un long chemin, a dit le docteur Richard lors de notre dernière séance. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous ne pouviez pas faire confiance à vos propres perceptions. Vous ne pouviez pas imaginer un avenir au-delà du traumatisme. Regardez-vous maintenant. Vous êtes sur le point de commencer des études supérieures. Vous aidez d'autres femmes par vos conférences. Vous avez reconstruit des relations avec votre famille et vos amis. Vous devriez être fier de vous. La fierté n'était pas quelque chose que j'étais encore à l'aise avec, mais je commençais à comprendre ce qu'elle voulait dire. Survivre ne consistait pas seulement à rester en vie. Il s'agissait de retrouver sa vie, sa voix, son estime de soi. Le déménagement en Oregon était à la fois terrifiant et libérateur. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement seul, responsable de chaque décision sans avoir à considérer comment cela pourrait affecter qui que ce soit d'autre. J'ai loué un petit appartement à 2 pâtés de maison de l'océan. Et chaque matin, je me promenais sur la plage avant les cours, respirant l'air salin et écoutant le rythme des vagues. Les études supérieures étaient difficiles mais gratifiantes. Mes professeurs et mes camarades connaissaient mon histoire. Il était impossible de se cacher dans un si petit programme. Mais ils me traitaient comme une collègue plutôt que comme une victime. Mon expérience vécue était considérée comme un atout plutôt que comme un passif. Et j'ai constaté que je devenais de plus en plus confiante dans mes capacités académiques. Au cours de mon 2e semestre, j'ai rencontré Tom Peterson dans un cours de statistique que ni l'un ni l'autre n'aimait particulièrement. C'était un autre étudiant en travail social, un homme tranquille aux yeux gentils qui avait décidé de changer de carrière après avoir travaillé dans la finance d'entreprise pendant 10 ans. Ce qui m'a d'abord attiré chez lui, ce n'était pas la romance, mais son intérêt sincère pour la justice sociale et sa personnalité respectueuse et discrète. Notre amitié s'est développée lentement. Nous étudions ensemble, prenions un café entre les cours, nous nous plaignions des devoirs difficiles. Tom connaissait mon histoire, mais ne m'a jamais fait me sentir comme une victime ni me traiter comme si j'étais fragile. Il respectait mes limites sans en faire tout un plat. Et il encourageait mon indépendance plutôt que d'essayer de prendre soin de moi. « J'aime que tu aies ta propre vie », m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur la plage à regarder le coucher du soleil. Ma femme divorcée a toujours voulu être ensemble à chaque minute de chaque jour. C'était épuisant. Le contraste avec Marcus était frappant. Là où Marcus m'avait lentement isolé des autres relations, Tom m'encourageait à maintenir des amitiés avec mes camarades et mes voisins.
Là où Marcus était possessif de mon temps et de mon attention, Tom respectait mon besoin de solitude et mes activités indépendantes. Là où Marcus m'avait fait sentir que je ne pouvais pas survivre sans lui. Tom a clairement indiqué qu'il me valorisait en tant que partenaire égal, pas comme une dépendante. Il m'a fallu près d'1 an pour admettre que j'avais des sentiments romantiques pour Tom et encore 6 mois pour oser y donner suite. La première fois qu'il m'a embrassé, j'ai eu une crise de panique, non pas à cause de quelque chose qu'il avait mal fait, mais parce que le contact physique intime déclenchait des souvenirs de ma relation avec Marcus. Tom a été patient et compréhensif. Il ne m'a pas pressé d'aller plus vite que je n'étais à l'aise, et il n'a pas pris mes réactions traumatiques personnellement. Quand j'avais des cauchemars, il me tenait jusqu'à ce que je me calme. Quand j'avais besoin d'espace pour traiter des émotions difficiles, il me le donnait sans se plaindre. La guérison n'est pas linéaire, m'a-t-il rappelé une nuit particulièrement difficile où j'avais crié le nom de Marcus en me réveillant. Tu ne me dois rien, Emma. Je suis là parce que je le choisis, pas parce que tu dois faire preuve de rétablissement pour mon bénéfice. Ces mots auraient pu sembler appris de quelqu'un d'autre, mais de Tom, ils semblaient sincères. Il avait fait son propre travail en thérapie après son divorce, et il comprenait la différence entre un soutien sain et la codépendance. Le 3e anniversaire de la condamnation de Marcus est passé avec moins de fanfare que je ne l'avais prévu. J'ai marqué le jour en visitant la plage et en pensant à Sarah, Jessica et Amanda, les femmes qui n'avaient pas survécu pour reconstruire leur vie. Je me sentais reconnaissante d'être en vie, mais aussi consciente que ma survie portait la responsabilité d'honorer leur mémoire en vivant pleinement et en aidant les autres à échapper à des situations similaires. Cet été-là, j'ai reçu la nouvelle que Marcus était mort en prison. Il avait été poignardé par un autre détenu lors de ce qui semblait être une altercation aléatoire. Ma première émotion a été le soulagement. Il ne pouvait plus faire de mal à personne, ne pouvait plus écrire de lettres manipulatrices, ne pouvait plus hanter mes rêves avec la possibilité d'une libération éventuelle. Mais j'ai aussi ressenti une étrange tristesse. Pas pour Marcus lui-même, mais pour le gâchis de tout cela, pour les vies perdues, d'innombrables familles détruites, tout cela parce qu'un homme ne pouvait pas accepter qu'il n'avait pas le droit de posséder l'amour d'une autre personne. Je n'ai assisté à aucun service commémoratif, je n'ai pas parlé aux journalistes de sa mort, je n'ai pas perdu de temps à traiter des sentiments compliqués à propos de son décès. Marcus Stone avait pris assez de mon énergie au fil des ans. Sa mort était simplement le point final de ce long et douloureux chapitre. Au moment où j'ai obtenu ma maîtrise, Tom et moi étions ensemble depuis plus d'1 an. Notre relation n'était en rien comparable à la passion intense et dévorante que j'avais connue avec Marcus. Au lieu de cela, elle était stable, solidaire, et construite sur le respect mutuel et une compatibilité authentique. Nous nous défions intellectuellement, nous nous soutenons mutuellement dans nos objectifs, et nous avons maintenu nos identités individuelles même en construisant quelque chose ensemble. Veux-tu m'épouser ? A demandé Tom un soir alors que nous marchions le long de notre tronçon de plage préféré. C'était une demande simple, sans fanfare ni planification élaborée. Juste 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose qui valait la peine d'être préservées l'une en l'autre. Oui, ai-je répondu sans hésitation. Pour la première fois depuis ce terrible jour à l'aéroport, j'étais complètement certaine d'une décision de vie majeure. Notre mariage était petit et intime, juste la famille immédiate et les amis proches. Kate a servi de demoiselle d'honneur et le docteur Richard était présent en tant qu'invité. C'était une célébration de la guérison et des nouveaux départs plutôt qu'une fin de conte de fées, et cela semblait parfait pour qui nous étions tous les deux devenus. Lors de mes vœux, j'ai parlé de seconde chance et du courage qu'il faut pour faire confiance à nouveau après la trahison. Tom a parlé de la différence entre aimer quelqu'un et prétendre en être propriétaire. Il n'y avait pas un œil sec dans la petite chapelle, y compris le mien. 5 ans après ce jour qui a changé ma vie à l'aéroport, je travaillais comme assistante sociale clinicienne agréée spécialisée dans la thérapie des traumatismes pour les femmes ayant subi des violences domestiques et des abus psychologiques. Ma clientèle était pleine, et j'avais une liste d'attente de femmes cherchant de l'aide. Tom et moi parlions de fonder une famille, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible pendant les jours sombres qui ont suivi l'arrestation de Marcus. Le travail était difficile, mais profondément gratifiant. Chaque femme que j'aidais à guérir était comme une petite victoire contre les pierres tombales du monde. Chaque cliente qui réapprenait à faire confiance à son propre jugement était un témoignage de la capacité humaine à la résilience et au rétablissement. J'avais encore des jours difficiles. Certains déclencheurs, un certain parfum, une tactique de manipulation spécifique, les nouvelles sur la violence domestique pouvaient me plonger dans une crise émotionnelle.
Mais j'avais appris à reconnaître ces réactions comme faisant partie de mon processus de guérison plutôt que comme des signes de faiblesse ou d'échec. La dernière lettre que j'ai reçue de prison ne venait pas de Marcus, mais de son avocat successoral. Il m'avait tout laissé. Le peu d'argent qu'il restait sur ses comptes, les biens personnels qui avaient été conservés comme preuve, même les droits sur son histoire de vie. C'était une ultime tentative de manipulation, un moyen de se réintroduire dans ma vie même après la mort. J'ai fait don de l'argent à des organisations qui aidaient les survivantes de violences domestiques, j'ai détruit les biens personnels, et j'ai fermement refusé toutes les offres de courtiers et de cinéastes qui voulaient raconter notre histoire. Cette histoire n'appartenait plus à Marcus. Elle n'était même pas entièrement la mienne. Elle appartenait à toutes les femmes qui avaient vécu des expériences similaires. À toutes les familles qui avaient perdu des proches à cause de la violence conjugale. À toutes les survivantes qui retrouvent encore leur chemin vers elles-mêmes. Lors des soirées calmes où Tom lisait et où je corrigeais des copies ou rédigeais des plans de traitement, je réfléchissais parfois à la trajectoire étrange que ma vie avait prise. Il y a 5 ans, j'étais une personne complètement différente, isolée, contrôlée, vivant un mensonge sans même le savoir. La femme que j'étais devenue en survivant à cette expérience était quelqu'un que j'aimais et respectais vraiment. J'avais appris que l'amour ne nécessite pas que vous vous perdiez. Que la confiance, une fois rompue, peut être reconstruite sur des bases plus solides. Que survivre à un traumatisme ne fait pas de vous une victime pour toujours. Cela peut faire de vous une guerrière pour les autres qui luttent encore pour sortir de l'obscurité. Les cicatrices de ces terribles années feraient toujours partie de moi. Mais elles ne me définissaient plus. J'étais Emma Peterson maintenant. Thérapeute, épouse, survivante, militante. J'étais la preuve vivante qu'il est possible de retrouver sa vie après même la trahison la plus dévastatrice et que parfois les chapitres les plus beaux commencent après que vous pensez que l'histoire est terminée. Debout sur mon tronçon de côte préféré en Oregon, regardant le soleil se coucher sur le Pacifique avec la main de mon mari chaud dans la mienne, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant de rencontrer Marcus Stone. Un contentement complet avec qui j'étais et où ma vie se dirigeait. L'avenir s'étendait devant moi, plein de possibilités et de promesses. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de l'embrasser. Qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert que la personne que vous aimiez le plus était capable d'un mal inimaginable? Auriez-vous vu les signes avant-coureurs que j'ai manqués? Si cette histoire vous a fait réfléchir à 2 fois aux personnes de votre propre vie, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires vraies qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la confiance et la trahison.